Bonjour, bienvenue à cet premier épisode d'une émission littéraire qui est consacrée aux écrivains d'ici. Donc ça s'appelle littéralement d'ici. Et puis on va inviter au cours des semaines des écrivains et des écrivaines. On va essayer d'amener beaucoup de diversité puis de montrer un peu ce que font les gens qui s'intéressent à la littérature dans notre MRC et un petit peu en dehors. On va inviter des gens qui sont parfois très connus, comme Kevin Girard, comme Jean Désy ou des personnalités comme ça, puis d'autres écrivains qui sont beaucoup plus proches de nous. Et puis on va commencer aujourd'hui avec un écrivain qui est très proche de nous, puisque c'est quelqu'un qui est connu par beaucoup de jeunes, puisqu'il est enseignant. Bruno Potvin, bonjour. Bonjour. Donc toi, tu es enseignant au Tournant. Oui, à l'école Le Tournant. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes que tu as fréquentés, qui t'ont connu. Oui, tout à fait. Nous autres, l'école Le Tournant, on accueille environ 60 jeunes par année, des jeunes de cœur, des jeunes raccrocheurs, des jeunes qui se tiennent fort à l'école, dans le fond. Parfait. Nous, on se connaît déjà dans un tout autre contexte, parce que toi, tu es un gars de plein air, tu es un gars de bois. Oui. Hein, tu m'as traîné à faire la Mississippi en canot. Oui. Je ne l'ai jamais refait depuis. On dirait que c'était très bien, mais ça brassait pas mal. Oui, c'était une belle rivière en canot. On a eu beaucoup de plaisir. C'est comme ça qu'on s'est connus, dans le fond, dans le domaine du plein air, puis de l'aventure. Puis moi, j'avais vraiment envie de t'inviter. Pourquoi? Parce que toi, premièrement, tu es un grand lecteur. Puis tu verras que dans cette émission, on ne parle pas juste de ce qu'écrivent les gens, mais aussi beaucoup de littérature. Parce qu'on veut montrer aux gens que la littérature, c'est quelque chose qui peut être très proche de nous, parfois très éloigné, dépendamment de ce qu'on lit, puis qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bac en littérature ou autre pour aimer la littérature. Toi, c'est ton cas, toi, tu as été à l'université, mais il y en a d'autres, c'est pas du tout le cas. Fait qu'on amène cette idée-là, donc on va beaucoup parler de ça. Mais tu sais, tout de suite, j'aurais envie de te parler déjà à l'enseignant. Est-ce que c'est quelque chose que vous travaillez, vous, avec vos jeunes, la littérature, parce que c'est pas forcément des jeunes qui sont illustrés par leur parcours scolaire, mais la scolarité puis la littérature, c'est deux choses. Oui, effectivement. Donc, nous, on essaie de travailler le plus possible, donner le goût à la lecture, donner le goût au texte. Les matériels qu'on utilise est un matériel avec des textes très différents. Donc, on touche autant des textes d'Ariane Kroll, qui est une chroniqueuse dans la presse. On va toucher après ça Germinal. Donc, on touche vraiment plusieurs styles de textes. Puis le jeune là-dedans, il est capable après ça de trouver un peu là, quel type de récit il a envie de lire. Est-ce que c'est plus l'aventure? Est-ce que c'est plus l'historique? C'est-tu plus la chronique? Donc vraiment, là, on sème. Hein, l'éducation, c'est un jardin. Fait on envoie des graines, puis ça finit par pousser ou non. Là, tout dépendant si le terreau est fertile, puis si il y a du soleil, s'il y a de l'amour, s'il y a de l'air, s'il y a de l'eau. Donc après ça pousse. Puis à quoi ça sert de la littérature si on ne se destine pas nécessairement à des études littéraires? Y a-t-il une fonction à ça? Oui, tout à fait. La littérature, comme la poésie, c'est les épices de la vie. Okay. On peut manger un steak cuit, mais quand on y met des épices, quand on y met du clobas, quand on y met des épices à steak, du sel, c'est là que le goût devient. Okay. Puis c'est ça la littérature. La littérature, c'est ce que j'essaie de montrer à mes élèves, c'est que la vie, tu peux aller du point A au point B. C'est plate, mais ça se fait. La plupart il y a plein de gens qui le font. Mais il y a des chemins de traverse. Puis la littérature, c'est ça. Ça amène de la couleur, ça amène du goût, ça amène des aventures. Puis c'est la beauté des livres. OK. Toi, tu es vraiment un lecteur très, très éclectique. On voit des fois passer des posts Facebook que tu partages un peu ce que tu lis. C'est assez impressionnant. Tu es vraiment un dévoreur de livres, toi. Là. Oui, j'aime lire. Puis c'est une passion qui me dévore depuis plusieurs années. Ça, c'est grâce à ma mère. Ma mère a toujours eu une grande bibliothèque à la maison. Okay. Puis à l'âge de 13 ans, j'ai découvert justement ce livre-là. OK. On peut le montrer? On peut le montrer. Oui. Siddhartha d'Hermann Hesse. Et puis, c'est drôle parce que la manière de le choisir a continué de me suivre tout au long de ma carrière de lecteur parce que j'ai choisi ce livre-là à cause de l'image. Okay. J'avais 13 ans, je ne connaissais pas Siddhartha, je ne connaissais pas Hermann Hesse. Puis j'ai vu ce petit bonhomme-là assis en tailleur avec un bol. J'ai pris le livre dans la bibliothèque et j'ai lu. Et ma vie a changé. OK. Parce que la vie est bien faite. Parce que c'est un roman initiatique, c'est un roman d'adolescence, c'est un roman de passage, c'est un roman de transition. Puis, tout au long de ma vie, ce roman-là m'a accompagné parce que quand on relit un roman à chaque dizaine d'années, on le lit avec un œil, là je le lis avec un œil de père, un œil d'éducateur, un œil d'adulte, un œil de quarantenaire. Puis je suis rendu à un endroit dans ce livre-là où Siddhartha vit des enjeux un peu de passage, comme moi je fais. Fait que c'est ça qui est intéressant, un livre qui te suit toute la vie. Il t'accompagne, il te donne des leçons.
Puis ce livre-là, ben, il m'a donné le goût, il m'a ouvert l'univers de la lecture. Puis encore aujourd'hui, je choisis beaucoup de livres que je lis avec la couverture. Okay. Comme de quoi l'adage, il faut pas se fier, faut pas se fier un livre à propos de la couverture, ben, c'est pas nécessairement vrai. Ben, on a un poète ici, dans la région, qui s'appelle Charles Sagalan, Oui. qui fait des bibliothèques de survie, qui met sur les lacs. C'est aussi un amoureux de plein air comme toi. Fait que toi, tu pourrais lui recommander ce livre-là dans une bibliothèque de survie, c'est parfait. Tout à fait, puis je lui proposerais même d'en installer une sur la Mississippi, ma rivière. C'est une bonne idée, ça. On en parlera. Eh ben, Charles, s'il nous écoute, oui. Charles, tu as une invitation à monter une bibliothèque de survie sur la Mississippi. OK? Fait que tu nous as expliqué, effectivement, moi, ce que j'ai retenu du rapport à la littérature, c'est que puis de la poésie, c'est que c'est un épice pour toi. Alors, il y a d'autres auteurs qui parlent de quelque chose qui soigne. Mais toi, ça, c'est plutôt, ça amène un peu plus de couleur à la vie. Oui, c'est, on le dit souvent en blague, c'est du gravy. Du gravy, c'est une sauce brune. Tu sais, c'est bon, c'est gras, c'est merveilleux. C'est juste du plaisir. La poésie, c'est du plaisir pour moi. Puis c'est pour ça que j'ai écrit. Parce que je suis un grand fan de poésie, mais je me retrouvais pas en poésie. OK. Pourtant, je lis, tu sais, j'adore Francoeur, j'adore Péloquin, j'adore Denis Vanier, j'adore Miron, Gauvreau, tu sais, les piliers de la poésie québécoise. On était toujours dans l'homme triste, l'homme qui court après sa queue, l'homme qui se cherche, l'homme blanc triste. Mais moi, je suis pas un homme blanc triste. Toi, la gravité, c'est pas quelque chose qui t'allume, là? Non, je sais, créer dans la tristesse puis dans la douleur, c'est non. La poésie que j'écris, puis on la jugera comme on la jugera. Tu sais, elle est bonne, elle est mauvaise, peu importe. La poésie que j'écris me plaît parce que c'est ma vie transposée. Moi, je suis un homme de 40 ans, heureux, marié depuis plusieurs années, avec ma femme depuis environ 20 ans. On a 3 enfants. Puis je retrouvais pas ça dans la littérature. Fait que là, je l'ai écrit. Puis je suis très heureux. Parce que la manière dont j'ai écrit ce livre-là, c'est un peu des épisodies où c'est des pensées, c'est des haïkus non techniques, dans le fond, où je parle de mes enfants sans nécessairement les nommer, je parle de ma femme sans nécessairement les nommer, je parle de ses seins en les nommant, mais je parle des choses importantes dans ma vie, finalement. OK. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, on le jugera comme on veut, mais faut-il juger de la poésie aussi? C'est une question. Ben, chaque œuvre trouve son public. Oui, tout à fait. Autant en peinture qu'en musique, qu'en littérature. Puis la poésie, évidemment, au Québec, ne se compare pas aux ventes. Oui, tout à fait. J'ai pas écrit ce livre-là pour faire de l'argent. Puis d'ailleurs, tu l'as publié à compte d'auteur. Donc ça, c'est intéressant aussi. Oui, ben en fait, au début, j'ai envoyé le manuscrit des maisons d'édition, puis je voyais le délai avant de traiter la demande, après ça, les épreuves. Puis moi, je suis un gars extrêmement autodidacte. J'ai appris le piano seul. J'ai appris, la plupart des choses que je sais, comme rénover ma maison, je l'ai appris en rénovant la maison, et ainsi de suite. Fait que j'ai appris à écrire seul la poésie. Donc, quand j'ai voulu publier, j'aimais pas le principe de 9 mois, se faire juger. Est-ce que tu respectes la ligne directrice de la maison d'édition? Puis, on était au début de la pandémie et on voyait justement des maisons d'édition ne pas survivre. Tu sais, qui comme la maison de l'écrou que j'aimais bien, ben, ils n'ont pas survécu à la pandémie, des choses comme ça. Donc là, je me suis dit, comment je fais pour publier ça? Le compte d'auteur, il y a des entreprises qui font ça. Ils demandaient un gros dépôt d'argent. Et j'ai trouvé, il y a Amazon qui est le direct publishing, donc publication directe, où là, ils impriment les livres à la demande. Ils se gardent évidemment un pourcentage. Puis je trouvais que pour la méthode de diffusion des livres que je voulais, était intéressant. Donc, j'ai envoyé ça là-dessus, j'ai créé un compte, j'ai commandé moi-même des épreuves que j'ai pu aller porter à la bibliothèque, à la librairie, vendre aux collègues et aux gens que je connais. Et après ça, ben, des inconnus sur Amazon Canada peuvent cliquer sur le lien, commander, l'avoir direct. Donc vraiment, pour la poésie que je veux faire, pour l'approche client que je veux avoir, ben, c'est extrêmement intéressant, là, le direct publishing que ça permet de faire. Puis ça amène aussi au grand sujet qu'on pose souvent aux écrivains. C'est quoi être écrivain? Puis une partie, c'est aussi le travail avec la maison d'édition. Il faut avoir envie ou pas. Puis toi, tu as pris la voie où tu décides de ne pas le faire, que ça correspond à ce que tu veux faire, puis dans lequel tu te sens heureux finalement? Oui, parce que je ne suis pas un écrivain. Moi, je suis plein d'affaires.
Je suis enseignant, je suis chasseur, je suis pompier, je suis peintre, je suis poète, je suis musicien, je fais plein de choses que j'aime. Je suis un amoureux, en fait. Si on peut décrire qu'est-ce que je suis un amoureux de tout, de la vie, de n'importe quoi. Donc, la manière de publier était la manière qui collait à mon mode de vie. Est-ce que tu vas nous montrer les couvertures de tes livres? Oui, ben en fait, j'ai publié 2 livres. Je suis en travail d'un 3e. Le premier, c'est Rang Saint-Jean. C'est un recueil de poésie d'hommes heureux, ce qui est très rare en poésie, je crois. En tout cas, ce que je lis. Donc, c'est vraiment le bonheur des choses simples, le rire, l'amour et la poussière de Gravel, évidemment. OK. Le deuxième, ben, c'est ça. Le deuxième, c'est vraiment un pari que j'ai fait avec un élève. Un élève qui c'est drôle parce que ça fait presque 12 ans que je suis cet élève-là de différentes écoles, puis on s'est appris beaucoup tous les deux avec lui. Puis ça, c'est un recueil de blagues. Parce qu'on a toujours dit que j'ai les moins bonnes blagues de l'histoire de la Terre. Donc, c'est toutes des blagues qui ont rapport aux arbres, aux bûcherons, des blagues niaiseuses, mais des blagues merveilleuses. Fait que celui-là est moins disponible, mais là, je suis en travail d'un 2e recueil de poésie qui devrait s'appeler normalement Rang Saint-Paul. OK. Puis pourquoi le nom des rangs? Ben, c'est aussi simple que le rang Saint-Jean est le rang où je vis et le rang Saint-Paul est le rang où j'ai mes lots forestiers. OK. Il faut que c'est très, très local comme poésie. Oh oui, c'est 100% local. C'est 100% d'Olmissois, là. Oui, puis on parle... dans le panier bleu, toi, là. Oui, le panier bleu, puis mes personnages, ben, c'est des gens du rang. C'est des paysages du rang. Je pense que c'est important parce que les racines... tu sais, on est un peuple, mais le peuple doit s'appuyer sur des racines. On est des gens d'ici, il faut être fier d'ici. Puis pour être fier d'ici, comme je dis à mes élèves, il faut profiter du territoire. Est-ce que tu vois un rapport entre la pratique de la poésie puis l'enracinement imaginaire au territoire? Est-ce que c'est quelque chose qui apparaît dans ce que tu fais? Oui, parce que la poésie que j'écris est vraiment la poésie de ce que je vis tous les jours dans mon territoire, dans mon rang. Je dis mon rang, mais il y a d'autres gens qui habitent là-dessus. Ouais. Mais je me l'ai très approprié. Mon rang, ma rivière. Donc, c'est une manière de rendre hommage à ces gens-là, à ce chemin de Gravel-là. Parce que le territoire, il transparaît dans l'écriture. Si j'habitais en ville, j'aurais totalement une autre écriture que j'ai en ce moment, là. Puis tu sais, si on quitte un peu tes livres à toi pour regarder la poésie en général, est-ce que parce que tu as cité beaucoup de grands classiques, est-ce que dans la poésie actuelle, tu te reconnais des gens peut-être qui font partie un peu de ta gang? Tu vois, tu comprends, même s'ils ne te connaissent pas, si tu ne les connais pas, c'est pas grave. Mais tu sais, que pour les gens puissent s'imaginer un peu, c'est quelqu'un qui lit de la poésie, qui aime ça actuellement, de la poésie contemporaine. Est-ce que tu te reconnais ou toi, tu penses vraiment être une drôle de bibite dans ton univers? Bien, en fait, moi, je crois vraiment être une drôle de bibite dans l'univers de la poésie. Parce que mes sujets ne sont pas lourds. Okay. C'est vraiment pour ça. Mais sinon, tu sais, là, évidemment, dans les médias, ce qu'on voit comme poésie en ce moment, le plus, c'est David Goudreau avec le slam, avec la poésie grand public, la poésie un peu réconfortante, mais qui fait du bien. Puis c'est un grand technicien. C'est un grand joueur de mots. Je l'ai vu en spectacle, tu sais, puis il y a beaucoup de talent. Puis je pense que on peut mettre un jalon à partir de David Goudreau en poésie au Québec. OK, à ce point-là. Je crois sincèrement là, que c'est intéressant. Sinon, évidemment, Natacha Canapé-Fontaine, qui, elle, me touche beaucoup. Mais c'est intéressant parce que j'ai lu un roman, là, pas un roman, un recueil de elle, mère, fille, sœur, je pense. Okay. Puis c'est totalement un autre monde parce que c'est purement féminin. OK. Moi, je suis purement masculin. Donc, je trouve la beauté des choses, mais je ne me reconnais pas là-dedans. Puis quand je lis Francoeur, qui est pour moi le maître, le poète rock par excellence, le poète qu'on appelle, moi j'ai toujours appelé le poète de bric-à-bras, parce que Lucien Francoeur, tout est là. Okay. L'amour, la boucane, la vérité. Il est 100% vrai, il est 100% baroque. OK. Tu sais, l'expression baroque veut dire perle irrégulière. Et ce qui rend beau la perle, c'est qu'elle est irrégulière. Je vais pas faire semblant de connaître Lucien Francoeur. Je ne connais pas du tout Lucien Francoeur. Lucien Francoeur est un chanteur, poète, professeur en fin de carrière, rock des années 70-80 au Québec. Il est connu du grand public pour le rap-a-billy. Okay. Donc, vraiment, une des premières pièces rap jamais enregistrées avec un vidéoclip au Québec. Il est le chanteur du groupe Autre chose. Il est un polémiste à la radio pendant plusieurs années.
mais c'est un amoureux des mots, c'est un amoureux de la vie. Tu sais, croquer dans la moelle de la vie, là, Francoeur l'a fait. Il a vécu plusieurs vies, il a survécu à plusieurs vies, à plusieurs excès. Bête de scène aussi encore. Il a été le renouveau avec son groupe Autre chose depuis les 10 dernières années. Là, ça s'est terminé dans la pandémie, mais depuis les 10 dernières années, il tournait encore au Québec. Je l'ai vu plusieurs fois en spectacle. Il m'a d'ailleurs dédicacé là, certains recueils, parce que c'est des recueils que j'adore qu'il écrit. Puis ces recueils-là me touchent de par sa simplicité. J'appelle ça de la poésie de bric-à-bras, parce que quand tu tires sur le bric-à-bras d'un char, ben il va déraper, il va arrêter, il va avoir des secousses, tu vas avoir une montée d'adrénaline, puis tu vas te sentir vivant. Donc, sa poésie me fait sentir vivant. Je t'amenais un peu sur le terrain des livres, parce que je l'ai dit tantôt, tu es un grand lecteur, tu lis beaucoup, beaucoup de choses. Mm-hmm. Fait que ce que je demande à mes invités, c'est de prendre 2 livres dans le fond. Mais avec toi, on a fait une exception, parce que tu es venu avec tes propres livres, puis il y a quelques curiosités là-dedans, donc tu pourras nous les présenter. Mais est-ce que tu devrais commencer par présenter le livre que tu as pigé dans le fond de la bibliothèque de Mistassini? Oui. J'ai lu dernièrement Tim Wheelock, La religion. Je suis un grand fan de romans historiques. Okay. Puis, c'est peut-être une folie de ma part, mais dans le bain, je lis des polars. Okay. Puis, c'est juste dans le bain, je lis des polars. Ailleurs, je lis pas des polars. Et Tim Wheelock, dans La religion, j'avais lu un polar de lui, qui était La mort selon Turner. Et puis, Tim Wheelock, La religion, c'est assez récent. C'est un roman historique et un polar. Donc, ça se passe dans la prise de Malte par les troupes du sultan. Ouais, quand les Templiers ont quitté Malte, et puis ils ont survécu là, de peine et de misère. Évidemment, là, il y a toujours de l'eau de rose, le héros est toujours parfaitement imparfait. Tu sais, c'est le fun parce que Tim Wheelock respecte les codes du polar. On n'est pas déçu. On n'est pas déçu, là. Le héros, il est plein de défauts, mais on sait qu'il va gagner, il va partir avec la fille, ils vont probablement vivre heureux il va perdre 2-3 amis, mais du beau bonheur, un beau livre. Ce que j'aime, c'est la recherche aussi. Dans le roman historique, c'est ce qui vient me chercher. C'est la recherche des lieux, la recherche des événements, la recherche des acteurs. Puis après ça, ben là, la trame narrative est bien intéressante, les personnages sont attachants. Tim Wheelock, ça se lit, ça se dévore, là, c'est vraiment pas long. Là. Donc là, c'est vraiment toi, ce que tu aimes, c'est découvrir un monde. Là. Tu pars en voyage avec un livre. Oui, puis que ce que j'aime autant dans le polar que dans le roman historique, que même dans le fantastique, c'est que l'auteur ne sous-estime pas l'intelligence du lecteur. Ce que je veux dire, c'est ce que je déteste le plus, c'est me faire expliquer des choses dans un livre. Si on me dit, je sais pas moi, dans le livre La religion, et le montant, je sais pas moi, au créneau, explique-moi pas c'est quoi un créneau. Ouais. Si je veux savoir c'est quoi un créneau, je vais aller voir. Ou je vais faire une recherche, je vais vérifier c'est quoi. Même chose en science-fiction. Si on me dit le héros sort son Zvlinks, j'ai pas besoin que tu m'expliques qu'un Zvlinks, ça sert à ci, ça. Le Zvlinks, il va s'en servir. Point. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc, t'as besoin qu'on suscite ta propre imagination. Oui, ben c'est très important. Puis Tim Wheelock, moi, j'ai bien aimé parce que il décrit extrêmement bien l'environnement. On est même capable de ressentir à certains moments les odeurs de la guerre, qui est vraiment intéressant là-dedans. T'as amené une autre liste de livres, puis j'aurais le goût de t'en sortir un ou deux pour que tu nous en parles, parce qu'il y a des choix qui sont presque évidents. Il y a des choix qui ne le sont pas. Mais les choix évidents, je pense que ça c'est un choix évident pour beaucoup de gens, mais chacun a sa manière d'expliquer pourquoi il aime Tolkien. Fait que c'est quoi ta manière, toi, d'expliquer pourquoi tu conseilles Tolkien, qui, soit dit en passant, a été lu de nombreuses fois, visiblement, parce qu'il part Oui. Ben, en fait, visiblement, ça, c'est encore volé à la bibliothèque de ma mère. Donc, il était choisi encore avec la couverture. Je trouvais la couverture intrigante. Puis, je suis embarqué dans ce monde-là, je devais avoir 15 ans. Puis, depuis ce temps-là, j'essaie de relire un peu la trilogie du Seigneur des Anneaux à chaque 5-6 ans. Mais pourquoi Tolkien, pourquoi le Seigneur des Anneaux? Mais pour l'évasion. On entre dans un monde, pour un jeune adolescent de 15 ans, était un monde merveilleux. Là. C'est un monde très codé. Les elfes, les humains, les nains, les orques, les orques qui représentent le mal. Donc, un jeune garçon, à l'adolescence, est capable de s'identifier à des héros.
Autant ça peut être le porteur de l'anneau dans toute sa faiblesse que Sam dans toute son insignifiance, mais qui finit être le vrai héros de l'histoire. Okay. Puis tous les grands héros, Aragorn, Legolas, Boromir, Gimli, ils sont accessoires. Parce qu'ils ne servent qu'à détourner l'attention. Ouais. Et c'est ce que j'aime bien, c'est qu'un peu, on a un anti-héros qui réussit. Puis pour un jeune adolescent, c'est très marquant de voir que même si tu es différent, même si tu ne prends pas le chemin établi, même si tu prends des détours, ben, tu peux y arriver quand même. Deuxième choix, tu nous as amené 2 livres de Volodine. Oui. Donc le post-exotisme, on dit leçon 11, et puis Frères sorcières. Oui, je suis tombé en amour avec Antoine Volodine depuis sa sortie de Terminus Radieux. Okay. Terminus Radieux, qui a été le prix Renaudot en 2017, si je me rappelle bien. Donc, Antoine Volodine est un être très étrange, est un écrivain français d'origine russe qui a plusieurs alter ego, dont Elie Kronauer, Maria quelque chose. Et toute sa littérature est basée sur la traversée du bardo. Donc, dans le bouddhisme, quand le corps meurt, l'esprit passe 49 jours dans le bardo, qui est une espèce de néant. Et puis, dans ce bardo-là, il va être amené à choisir des lumières. Donc, il va être soit tenté, soit apeuré, puis il va devoir se réfugier dans les lumières. Et quand l'esprit entre dans une lumière, ben, le cycle de la renaissance recommence et on recommence comme ça la vie. Mais le but, c'est de ne pas choisir les lumières et de se rendre au 49e jour et d'avoir la lumière finale pour devenir Bouddha, finalement. Antoine Volodine a dans sa tête l'envie de publier 49 livres. On est rendu, comme les 49 jours. Ouais, on est rendu au 37 ou 38e, sous différents noms. Beaucoup de livres sont introuvables. Là, il en publie encore quelques-uns. Et ce que j'aime, c'est qu'il va rejoindre beaucoup, je trouve, d'auteurs latino-américains, comme Gabriel Garcia Marquez, dans le réalisme magique. Okay. Le réalisme magique, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me touche en littérature. Donc, ou bien même à la rigueur, Christian Bobin, français, l'utilise beaucoup, le réalisme magique. C'est que, prenons un exemple, ma mère meurt, elle s'élève au ciel, physiquement. Et tout le monde s'accorde pour dire que c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. J'aime le réalisme magique parce que, un peu, mais on le retrouve dans les films aussi de Emir Kusturica. Donc, ça, Antoine Volodine, on ne sait pas si ça se passe dans un souffle de vie ou un souffle de mort ou dans un monde futuriste ou passé. Ça se passe dans un néant. Les personnages murmurent, les personnages vont aimer, vont se débattre et ils vont muter, ils vont changer. C'est une littérature qui est, à la rigueur, amélodique. On ne peut pas mettre un rythme, on ne peut pas mettre une mélodie, ni de refrain, ni d'héros non plus. C'est une littérature complexe, mais c'est une littérature qui est extrêmement... qui coule, qui est belle, qui enrobe, qui est pleine de sens. Tu sais, puis dans Frères sorcières, on a des naras. Ouais, tout à fait. Les naras sont... C'est des murmures qu'on peut lire, qui amènent de la magie dans la vie de ça, de Frères sorcières. Tout est un peu dans tout. Finalement, tu nous parles de fantastique, de bouddhisme, donc beaucoup de drôles de bibites littéraires pour un gars qui se définit comme une bibite de la poésie. Fait que Bruno, merci d'être venu. Ça fait très plaisir. Puis on se revoit sur une rivière. Sans problème. Merci Bruno. Merci Julien. Je m'appelle Mélodie Carnot, je suis étudiante à l'école des Grandes Rivières Bâtiment des Chutes, en secondaire 1. Je m'appelle Élodie Adams, je suis étudiante à l'école secondaire des Grandes Rivières Bâtiment des Chutes. On va parler de la série BFF. Les livres parlent d'une aventure vécue par 2 BFF. Nadège Leblanc, qui est gentille, drôle, pas très sociable, qui n'a pas peur du jugement. Et Emily Sampson, qui est timide, studieuse, mais qui est drôle et gentille aussi, comme son amie. Les 2 filles sont meilleures amies depuis leur plus jeune âge. Puis dans le premier livre, ça parle des 2 filles qui ont été séparées parce que Nadège elle a changé d'école dans leur 2e année de secondaire. Dans les nombreuses pages du livre, là, on peut voir les nombreuses tentatives des 2 jeunes filles pour essayer de se retrouver à nouveau dans la même école. J'aime vraiment le fait qu'il y a vraiment de tout là-dedans. On peut vraiment retrouver de tout. Là.
De l'amitié, de l'amour, de la joie, de la tristesse. On peut même y avoir de la colère, comme une fois j'ai un petit peu... C'est pas mal ça. Et puis il parle même de sujets un peu plus intimes comme l'anorexie puis l'intimidation. Ouais. Ben moi, je l'ai commencé parce que je trouvais la couverture et le titre vraiment qui m'attirait. Là. Puis ben moi, au début de l'année, elle m'avait dit de lire les livres, puis je les ai déjà toutes lues depuis le début de l'année. J'ai déjà fini la série. Ben, 11. Il y en a 11, mais il y en a un 12 qui va sortir. Ouais. Je sais pas encore quand. C'est Geneviève Guilbeault et Marie-Lou Addison. Ils sont deux à l'avoir écrit. Les autrices ils écrivent aussi deux séries de livres qu'on lit, là, comme... Il y a Marie-Lou Addison qui a écrit le journal de Dylan. Puis Geneviève Guilbeault qui a écrit Texto ici. Moi, je pense que ce serait pas mal toutes les raisons qu'on a dit pour qu'on aimait le livre. Là, ça parle vraiment de tout. Puis en plus, à la fin de chaque livre, ils écrivent qu'on peut leur dire de parler d'un sujet qui nous tient à cœur, comme ils ont déjà parlé de l'intimidation, puis de choses comme ça. Je lis vraiment beaucoup. Là. J'ai pas mal lu depuis, ça fait vraiment longtemps, là, depuis que je sais lire. Moi, je lisais beaucoup plus avant. Il y a une année que je lisais à chaque soir avant de me coucher. Mais l'été est arrivé, puis j'ai comme perdu l'habitude. Maintenant, je lis beaucoup moins qu'avant. Oui, parce que ça peut nous permettre déjà d'apprendre des nouveaux mots. De développer notre imagination, puis c'est vraiment un bon moyen de divertissement. C'est pourquoi on vous recommande BFF.